Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Aujourd'hui, on continue l'analyse des projets du top 100. On approche de la fin et on va parler d'un projet qui est rentré récemment dans le top 100, mais qui est un vieux projet qui pourtant a des choses très intéressantes à proposer. À mon avis, on va parler du coup du Radix. Et vous allez voir, c'est un projet qui est plutôt orienté DeFi. Comme d'habitude, on va faire une présentation de ce qu'est le projet, donc quelque chose de plutôt succinct. On va parler de technologie, on va parler de ce qu'ils proposent dans les grandes lignes. On n'ira pas dans le détail parce qu'il y a énormément de choses et je vous inviterai dans ce cas-là à aller voir un ou deux sites qui sont très très bien faits dessus. On parlera tokenomique pour comprendre ce qui se passe d'un point de vue de l'économie du token, comment ça se passe, comment c'est réparti. Globalement, je vous ferai un point sur les forces et les faiblesses du projet, en tout cas selon mes critères personnels, et on ira voir graphiquement s'il y a des points d'entrée qui me semblent intéressants. On est parti. Donc le Radix, au moment où je fais la vidéo, ça vaut 0,04 $ pour un token, c'est en 95e position, une capitalisation autour de 340 millions de dollars et des volumes autour de 750 000 $. Donc vous voyez, c'est pas énorme, il faut se dire qu'on est sur une période légèrement de baisse cette semaine, avec un gros dump des cryptos 7000, enfin un gros dump, on parle de 4-5% sur le Bitcoin, donc un peu plus sur les altcoins, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Donc Radix, on est sur un écosystème qui est présent pour construire des DApps. Et donc c'est bien un écosystème entier. Ils proposent beaucoup de choses et ils envisagent de vraiment faire quelque chose de très gros. L'idée c'est même de venir un peu concurrencer Ethereum. Donc vraiment on parle de l'écosystème Ethereum, pas juste de la layer 1. Ils se définissent comme ça, l'unique réseau décentralisé qui vous permet de construire rapidement, d'être récompensé et de récompenser toute personne qui y participe et de le faire de façon rapide, efficace, de scale du coup, de grandir sans friction, sans du coup problème disons de construction, parce qu'il suppose que le scaling dans d'autres blockchains est limité par notamment les volumes, et on verra comment eux ils font pour un peu contourner ça. Au niveau du coup de l'histoire, c'est un projet qui a été pensé depuis 2013, il a été lancé en 2017. Réellement, on en a entendu parler depuis 2021 parce que c'est là qu'est sorti le mainnet et le listing, donc le token existe depuis 2021. Derrière, on a une fondation qui s'appelle Gucci, qui est une organisation à but non lucratif et qui est en fait construite par l'organisation Radix et également d'autres projets crypto, notamment AAVE, SushiSwap, Chainlink et MStable. Donc les trois premiers, je les connais plutôt bien, on les a déjà étudiés et ce sont des partenaires qui, je trouve, sont intéressants. Au niveau de l'ICO, il faut noter que c'était en 2020 et qu'ils ont levé 12 millions de dollars et notez que c'est moins que ce qu'ils avaient prévu. Donc le projet n'a pas vendu autant qu'il l'aurait souhaité, il visait 28 millions. Donc ils ont levé moins et pourtant je pense que le projet est intéressant. On va parler maintenant de technologie. Alors là je m'adresse, petite parenthèse, aux puristes du projet, s'il y en a qui connaissent très très bien Radix. Oui, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il y a énormément de choses à dire, énormément de choses à voir. Le but ici, c'est de faire un résumé qui soit digeste pour tout le monde. Encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur leur site principal et à aller sur le scanner de Radix. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de données que vous pouvez étudier. Et je trouve que c'est très bien. Ils font preuve d'une assez grande transparence au niveau de leurs informations. C'est un bon point. Donc, il y a plusieurs choses à dire déjà niveau technologie. On est sur de base une layer 1 qui fonctionne en Delegated Proof of Stake. Donc jusque-là, des choses qu'on connaît. Ensuite, on a quelque chose qui s'apparente à une layer 2 qui s'appelle le Radix Engine et qui en fait pensé comme étant une espèce d'équivalent de l'EVM, donc l'Ethereum Virtual Machine sur Ethereum. Donc l'idée c'est d'avoir en fait quelque chose qui permet de construire plein d'applications, de coder facilement, bref, de développer vraiment l'écosystème. Et donc ça va être ça beaucoup sur le Radix Engine, hein, pas seulement, mais ça va quand même être un des corps, des éléments corps en fait de ce système-là, de cet écosystème. Et dans les points particuliers, on a le Cerberus Protocol, qui est en fait une version du sharding, mais maison, qui est assez différente en fait du sharding qu'on peut retrouver dans les autres blockchains, parce qu'elle est censé être plus efficace au niveau de la communication, donc je simplifie beaucoup l'idée, mais c'est ça. C'est-à-dire que pensez que quand on fait du sharding de façon classique, donc dans les autres blockchains, on va diviser la blockchain en petites blockchains, et donc chacune de ces petites blockchains a ses propres validateurs. Le truc c'est qu'en fait il faut que chaque transaction qui est validée sur une des blockchains puisse communiquer avec les autres blockchains, donc en fait ça peut, quand il y en a beaucoup,
embourber un peu le réseau. Et donc c'est là qu'ils pensent que le scaling va être limité sur les autres blockchains, et eux, ils ont pensé à un système un peu différent, où en fait, les différents shards, les différents groupes de validateurs peuvent déjà communiquer, c'est déjà pensé, et donc a priori, ce serait plus rapide. Honnêtement, je ne peux pas le vérifier, c'est les informations que eux nous donnent, et encore une fois, c'est quelque chose de très résumé. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller sur leur site, c'est évidemment mieux expliqué. Au niveau des cas d'usage, ils nous proposent déjà de construire sur la DeFi et en fait, quelque part, d'un peu automatiser ou de rendre très accessible la construction d'applications DeFi. Et donc ça, c'est quand même un bon point d'entrée pour l'adoption globalement et pour donner envie aux gens et surtout aux développeurs de venir dessus. Donc par exemple, c'est très très facile de créer un token. Ils montrent dans leur white paper comment en quelques lignes c'est possible de créer un token juste en rentrant quelques paramètres et voilà, vous avez votre token. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Maintenant, c'est personnalisable, mais ça aussi, c'est limite. Mais je pense que pour quelqu'un qui veut juste créer un token pour son projet, c'est pas mal. Ça permet aussi, vu que tout va être dans le même écosystème, de mettre en relation les projets et donc de les développer plus facilement, de faire switcher des personnes d'un projet à un autre, de partager des informations, de développer des fonctionnalités de façon croisée. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont permissives ici. Donc ça, c'est très intéressant. Et le gros point fort, à mon avis, pour les développeurs, c'est qu'en fait, il est possible de créer du code et de le rendre réutilisable. Donc globalement, d'avoir du code open source, ça c'est quelque chose d'assez commun dans le monde de la crypto, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Mais là, il y aurait un système de royalties pour les développeurs. C'est-à-dire, je suis développeur, je crée un code que l'on considère comme étant utile, pertinent, efficace, et qui mériterait d'être réutilisé par d'autres projets. D'autres projets ont envie de l'utiliser, ils y ont accès, mais ils vont me payer un petit quelque chose, du coup, un petit revenu, des royalties, du coup, en général, c'est de l'ordre de quelques pourcents sur l'utilisation qu'ils en font. Et donc ça, c'est quand même cool parce que ça permet en fait aux développeurs d'avoir une rémunération dans cet écosystème-là qui est entre guillemets automatique. Et donc ça peut être très très incitatif. Je vous ai mis en dessous du coup une image en fait qui vient là encore de leur site où ils nous montrent un petit peu l'ensemble des éléments de l'écosystème qu'ils ont envie de mettre en place. Tout n'est pas en place, hein, c'est ce qu'ils visent à faire, mais vous voyez, il y a énormément de choses. On parle de stablecoin, on parle évidemment de collatéralisation, toute la partie DeFi, les choses qu'on voit habituellement, donc le yield farming, les échangeurs, les wallets, etc., etc. Il y a une branche pour le gaming, les NFT, donc c'est quand même assez large. À voir ce qu'ils en feront, parce que ça fait aussi beaucoup, beaucoup. Mais l'idée, c'est pas que c'est pas Radix qui va tout faire. En fait, c'est des projets qui viennent dessus. Et il y en a déjà beaucoup. Il y a plusieurs dizaines, voire centaines de projets qui se développent dessus. Là, encore une fois, vous avez accès à toutes les informations sur le site. C'est vraiment très, très bien fait. Donc je passe à la suite. Vous avez une idée globale, je pense, de ce qu'ils nous proposent. Au niveau tokenomique, là, c'est un point qui est important. Tout de suite, en haut à droite, vous le voyez, on a une offre en circulation de 42%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a encore 58% des tokens à émettre. Et ça, en général, on n'aime pas. On n'aime pas parce que ça veut dire qu'on investit aujourd'hui, au fil du temps, notre token se fait dévaluer. Donc ça, en tant qu'investisseur, c'est quelque chose qu'on apprécie peu. Notez qu'il y a deux tokens pour le moment. Il y a le XRD, donc le token Radix, celui dont on parle actuellement, hein, qui sert globalement dans l'ensemble de l'écosystème, et il y a le EXRD qui est la version sur Ethereum. Vous pouvez acheter les deux. Théoriquement, ils valent la même chose. Le EXRD, je ne vais pas l'étudier ici, ça ne m'intéresse pas. Notez que sa supply est encore plus basse, enfin ils ont émis encore moins, et qu'à très long terme, je pense que c'est un token qui va disparaître parce que tout simplement, ils vont avoir ils ont leur propre écosystème, et le EXRD, même s'ils vont le maintenir, a priori, ne devrait pas avoir beaucoup plus d'intérêt que ça. En tout cas, c'est ma vision de la chose, peut-être que je me trompe, mais si un des tokens vous intéresse, j'aurais tendance à préférer le XRD, donc le Radix d'origine. Et c'est de celui-ci qu'on parle. La tokenomique et toutes les informations que vous avez ici ne parlent que du premier, hein, le XRD d'origine. Donc, je vous disais, grosse supply à émettre, encore plus de la moitié des tokens, mais on a en fait le plan d'inflation qui est de 300 millions de tokens par an, et donc une émission sur 40 ans. Donc j'ai fait le calcul, c'est cohérent, hein, sachant que la supply totale, c'est 24 milliards. En fait, 300 millions, sur l'offre qu'on a actuellement, hein, sur les 10 milliards actuellement en cours, ça fait 3%, d'accord? Parce qu'évidemment, une inflation ne se calcule pas sur la supply totale, ça se calcule sur la supply actuelle. C'est-à-dire, si j'émets 300 millions aujourd'hui, eh bien c'est entre 3 et 4% des 10 milliards que j'ai en supply. Donc c'est acceptable. C'est quelque chose que je considère comme étant OK, et donc on va dire que ça ne bloque pas complètement l'idée d'investir dedans. Je pense que c'est OK. Il y a pour le moment 174 validateurs. Il y en aura plus avec les prochaines mises à jour. Donc comme on l'a dit, on est en Delegated Proof of Stake, donc on le sait, c'est quelque chose qui est globalement plus centralisé que le Proof of Stake classique, donc potentiellement plus susceptible d'être l'objet de hack aussi, hein, ça faut le savoir. Bon, c'est pas catastrophique, mais voilà, il y a 174 validateurs, vous avez l'idée. Et le point qui est intéressant, c'est qu'il y a un burn. Et ils annoncent même 100%
de burn sur les frais. Donc je ne sais pas si ce sont sur l'ensemble des frais, parce que par exemple, les royalties que touchent les développeurs, certes ce ne sont pas des frais, mais ça pourrait s'y apparenter, et apparemment, ceux-là ne sont pas burn. Donc j'ai pas la précision exacte, est-ce que c'est juste sur les transactions, comment ça se passe, mais il y a un burn, et ça c'est quelque chose qu'on apprécie. J'ai vu les chiffres, parce que vous pouvez suivre en fait la quantité de tokens burn, c'est également sur leur site. On était, je crois, autour de 300 millions pour l'année, donc quelque chose d'intéressant, parce que ça correspond, plus ou moins, à l'inflation. Et donc ça, écoutez, c'est quelque chose qui me semble être appréciable. Au niveau des tokens stake, vous voyez qu'il y en a 3 milliards, donc c'est quand même une bonne partie de la supply, de l'ordre de 30%, même c'est 3 milliards et demi, donc un bon 35% de la supply, donc c'est plutôt bien. En même temps, il y a un rendement intéressant, l'APY il est de 8,30 a priori, donc c'est quand même vraiment correct. Au niveau de la répartition, donc c'est la répartition initiale, on voit que 50% c'est directement dans ce qu'ils appellent le network emission, donc a priori pour le réseau, très bien. Ce qui va nous intéresser, c'est c'est combien eux ont gardé. Donc on voit que Founder Retention, c'est 10%. Et on voit que il y a un Radix Token Jersey, ça je sais pas à quoi ça correspond, c'est 10% aussi. Le reste, c'est quand même des petites lignes. Et on a la communauté, 12%. Donc on suppose que c'était pour les airdrops, ce genre de choses, peut-être des récompenses. Je vois pas les récompenses de stacking, là c'est quelque chose qui me surprend, donc ça vient peut-être dans les network émissions. Et vous voyez une ligne intéressante, il y a 10%, c'est en vert, 10% pour le stablecoin réserve. Donc ça, je ne sais pas quand ça va naître, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas, mais ils ont prévu d'avoir une cap pour leur stablecoin, donc je suppose que ce sera un stablecoin algorithmique. Au niveau du coup de l'utilité du token, on comprend que ça sert à la sécurité du proof of stake, au stacking du coup. On a du coup la gouvernance qui sera sûrement à venir, j'ai pas vu d'informations dessus. Alors il est possible que je sois passé à côté, c'est pas complètement négligeable, mais de toute façon on est dans la DeFi, donc je suppose qu'il y aura une DAO avec globalement une capacité des gens qui ont du token à voter pour l'évolution du projet, ça me semble être quand même dans l'idée du projet, même si je vous le dis, je n'ai pas vu l'information passer. Au niveau de l'utilité dans l'écosystème, ça permettra de faire des achats. On passe par tout un tas de plateformes différentes, donc je suppose que le Radix servira à ça. Encore une fois, à vérifier. Et je pense notamment aux réalisations du code, comme je vous l'ai dit, pour les développeurs. Je suppose qu'ils seront payés en Radix et pas en token du petit écosystème, du micro-écosystème dans lequel ils travailleront. En tout cas, c'est ce que je devine. Donc vous avez là les grandes lignes de l'utilité du token, évidemment. C'est un peu léger pour le moment, mais on parle d'un projet qui est encore en développement. Si je ne l'avais pas précisé, il faut quand même le dire. Donc voilà globalement ce qu'on pouvait dire sur le Radix. On va aller voir, autant pour moi, j'ai oublié une information. Ça, c'est la liste, et là encore une fois, c'est quelque chose qui est appréciable, c'est la liste des plus grosses adresses, et vous l'avez directement sur RadixScan. Encore une fois, c'est appréciable, il n'y a pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche, d'aller sur des sites spécifiques, c'est donné, on voit les grosses adresses, et donc ça c'est bien, c'est comme Etherscan au final, où vous avez les adresses, ils ont fait quelque chose de similaire, et on aime bien. Qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit Stablecoin Reserve 2 milliards. D'accord, donc effectivement c'est 10% de la supply totale, 2,4 milliards. La supply totale, je rappelle, est de 24 milliards, enfin la supply max pour être précis. Donc ça devrait correspondre dans les grandes lignes à ce qu'on a vu. Ce qui va nous intéresser en fait, quelles sont les grosses adresses qui ne sont pas prévues initialement. Donc on a Bitfinex, vous voyez, où ils ont quand même un peu de tokens. C'est 200 millions? Ils ont que 200 millions? Ça me paraît pas beaucoup. Bitfinex, je peux vous dire que j'ai vu des informations où ils avaient l'air d'en avoir plus que ça. Donc à voir, alors c'était peut-être dans une autre monnaie, mais à voir quand même, au niveau des transactions. On voit que là, il y a une adresse qui semble être une adresse privée qui a 217 millions de tokens. Mais ça me semble pas si énorme que ça, vous voyez, quand on voit cette répartition-là. Et ensuite, on a des adresses en dessous, 200 millions. Enfin, 200 millions de tokens sur 24 milliards, c'est quand même pas énorme. Donc, a priori, c'est pas trop inquiétant, il me semble. On voit qu'il y a quand même ce qu'ils appellent la Radix Allocation, et on sait pas trop ce que c'est, qui pèse aussi 2 milliards, donc c'est quand même 10% de la supply. L'Instabridge qui a 1 milliard, bon, la fondation qui a un peu moins d'1 milliard, c'est quand même pas énorme. Ça fait, ça fait 10% de la supply actuelle, mais de la supply totale, ça fait vraiment pas énorme, ça fait moins de 5%. Donc c'est pas super surprenant. Honnêtement, au vu des chiffres qu'on a ici, je trouve que ça va. Enfin, je vois rien qui m'alarme en tout cas. Donc voilà, là pour le coup, on a vraiment fini la partie tokenomique, et on va faire le point du coup. Au niveau des points positifs, on a un cas d'usage qui me semble être pertinent. Faciliter l'accès à la DeFi, je pense que c'est une bonne idée. Tout ce qui va être interfonctionnement, donc les projets qui peuvent communiquer, etc., le développement facile de projets, tout ça c'est bien. Les développements et la sécurité augmentée, alors ça c'est ce qu'ils nous mettent en avant.
J'en sais rien. Au niveau de la sécurité, franchement, j'en sais rien. Le seul point que je vois, c'est qu'on est en DPoS, donc c'est potentiellement moins sécurisé qu'un POS classique, c'est moins sécurisé qu'un Proof of Work, donc pourquoi pas, honnêtement, ça je prends avec des pincettes. L'interopérabilité, ils en parlent, ça c'est bien. D'aller être capable d'aller communiquer avec les autres blockchains, de pouvoir faire même si c'est que sur le point DeFi, c'est déjà pas mal. Enfin, moi j'aime bien, je trouve que c'est une bonne thématique pour les années à venir. Globalement, un bon projet. Et vous avez le Radix Scan, qui est du coup l'outil comme Etherscan qui permet de suivre un peu tout ce qui se passe dessus. C'est quand même bien fait, c'est propre, ça permet de suivre. Il y a globalement de la transparence. Moi j'apprécie, je trouve que c'est des bons points. Au niveau des points économiques, on a la supply max, ok. On a un burn, c'est bien. On a un token qui est utile, mais sans outre mesure non plus. Donc on n'a pas une surutilité du token, hein, c'est quelque chose d'assez classique. Ce serait bien qu'ils arrivent à rajouter des fonctionnalités, ce serait encore mieux. Au niveau des points négatifs, on a évidemment une concurrence élevée, hein. La DeFi, c'est quand même un secteur qui est plutôt concurrentiel. On est sur un projet qui existe depuis longtemps et qui n'est pas forcément extrêmement utilisé. Après, ils sont quand même dans le top 100, donc c'est quand même pas mal. Euh, le DPoS, hein, comme je disais, attention, ça peut mener à une certaine forme de centralisation. Là, on a 174 validateurs, c'est pas énorme. Espérons qu'il y en ait plus dans le temps. Théoriquement, ça devrait arriver avec les mises à jour à venir. Donc c'est moins sécurisé, comme je disais, d'un POS classique. Et il y a encore beaucoup de travail, en fait, avant de proposer un outil vraiment utile. C'est-à-dire que là, oui, on est dans le top 100. Oui, on fait des promesses. Oui, il y a des applications qui se développent, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Je vous invite à aller voir la roadmap si ça vous intéresse. Au niveau des points économiques négatifs, bien évidemment, presque 60% de la supply émettre, c'est beaucoup. Il y a le risque de dilution, bien évidemment. Après, comme je l'ai dit, l'inflation me semble être tout à fait raisonnable. Donc de ce côté-là, je dirais que ça va. Au niveau de la concentration de la supply, j'ai dit grosse concentration au niveau de la team et de la fondation. C'est vrai qu'ils en ont pas mal, mais en vrai, c'est pas si choquant que ça, hein. En fait, quand on regarde les grosses adresses, j'ai l'impression que ça va. À voir quand même, parce qu'il me semble que sur d'autres sites d'information, j'avais vu que Bitfinex, ils avaient l'air d'avoir quand même une grosse partie des échanges, donc quand même à voir avec ça. Et la question que je me pose, c'est s'ils suppriment les frais, donc si tous les frais sont burn, comment est-ce qu'ils vont générer des revenus dans leur écosystème? Ça, c'est un point qui m'intéresse. Comment l'écosystème va survivre? Comment ils payent les développeurs, etc., etc. Ça, c'est un point que je trouve important et qui est peut-être pas assez développé. Ou alors, encore une fois, c'est peut-être moi qui n'ai pas toutes les informations. Donc voilà, globalement, je pense que c'est quand même un bon projet. Ça peut être intéressant de l'envisager parce que c'est un projet DeFi dont on n'a pas encore forcément trop entendu parler. Et malgré une tokenomique qui a encore beaucoup de tokens à émettre, du coup, une tokenomique qui du coup est pas franchement satisfaisante, je pense qu'il a quand même des bonnes choses. Donc, on va dire qu'il se rattrape quand même avec son burn et son inflation raisonnable. Et je pense pouvoir rentrer dedans si je vois une opportunité. Et c'est de ça dont on va aller parler. On va aller regarder graphiquement à quoi ça ressemble. Et c'est là que c'est peut-être un peu moins sympathique. Parce que, vous le voyez, là, on a les informations depuis août 2021, on est sur Bitfinex justement, hein, parce que je crois que c'est un des principaux échangeurs à l'avoir listé. Et donc on a eu cette magnifique hausse de novembre, hein, qui a été tout à fait incroyable. Pour le coup, ça a vraiment été incroyable, hein. En 2 semaines, il a fait un x6, ok, très bien, sachant qu'il venait en fait de beaucoup plus bas. Donc en fait, la hausse ici, je pense que la hausse ici est plus importante que celle qu'on voit. Quoique, encore, pas tellement en fait. Bref, très belle hausse et glissade complète depuis, hein. C'est-à-dire que là, depuis, fallait vraiment pas acheter dedans. On a l'air de stabiliser un peu, en fait, depuis novembre, en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire que il y a eu novembre, ça a un peu stabilisé, c'est remonté et ça rebaisse. Donc comment est-ce que vous voulez rentrer là-dedans? En fait, c'est ça ma question. Vous voyez ce graphe-là? À quel moment vous dites que c'est une bonne idée de rentrer? Moi, je me demande, hein. Parce que même là, on voit en juillet, on était à 0,06. Au final, ça fait divisé par 2 ici. Donc ça a tenu plus ou moins pendant de juillet du coup à octobre. Donc on a eu quelques mois d'ici d'été et d'automne où ça a tenu. Au final, ça a glissé. Là, on est remonté donc en septembre comme tout le monde, mais vous verrez que la hausse n'est pas si impressionnante que ça, hein. Sur le plus bas, on est à 0,30. En fait, le point moyen est plutôt à 0,35. C'est facile d'en avoir à 0,35, on va dire. Et vous faisiez 60% sur les plus hauts, quoi. Donc c'est pas incroyable, hein. Il n'y a pas vraiment une grosse hype sur ce projet. Je vais peut-être zoomer un peu. C'est vrai que c'est peut-être un peu petit pour vous. Mais en fait, moi, ce que je me dis, c'est est-ce qu'on a vraiment fini la baisse? Est-ce qu'on a vraiment fini la tendance baissière? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que vous voyez, il y a eu ces 2 très belles semaines de hausse, là et là. Et depuis, on a ravalé déjà toute la bougie de janvier. Et rien ne dit que ça s'arrête, en fait.
Alors ça pourrait être un bull flag, hein, on pourrait dire tiens, bull flag et ça repart. Mais franchement, moi j'y crois pas. Moi je me demande où est-ce qu'on va aller. Donc j'attends un retour sur des zones plus basses et j'ai même pas envie d'analyser plus que ça parce que pour le moment, ça ressemble pas à une courbe sur laquelle j'ai envie de rentrer, vous voyez. C'est vraiment full descente, quoi, hein. C'est vraiment que de la descente, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Donc j'attends de voir où est-ce que ça va, je surveille. Au niveau du RSI en semaine, on voit qu'on est au milieu, pas grand-chose à dire. Au niveau des volumes, et ben en fait on a eu d'énormes volumes acheteurs ici et c'est rien passé. Enfin pas rien passé, mais il n'y a pas eu grand-chose. Donc ça c'est assez surprenant quand même. Là les volumes ont été moins forts et pourtant on est allé plus haut, très bien. On a des volumes équivalents à la hausse et à la baisse. Donc pour moi c'est pas un signal qu'il faille rentrer. Je vois pas de retournement pour le moment, on verra, hein, ça se trouve ça c'est un bull flag et ça me donnera tort. Mais c'est pas un scénario que j'ai envie de jouer pour le moment, tout simplement parce que je sais que si je rentre maintenant, je peux très bien perdre encore la moitié de ce que j'ai rentré. Donc je vois plus une tendance baissière qu'une tendance haussière. Pour le moment, je rentre pas. Mais je le surveille, d'accord? Je le surveille parce que je pense qu'il a un potentiel, je pense que ça peut faire des choses sympas dans peut-être les prochains mois, prochaines années. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire sur Radix. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.